Donc, le message à retenir aujourd'hui, c'est que si vous voulez être aérodynamique, ostinez-vous pas à baisser votre potence de 5 à 10 mm au niveau des spacers. Attardez-vous bien plus à travailler votre positionnement lorsque vous êtes à l'entraînement. Bonjour à toi, cher cycliste. Aujourd'hui, je t'explique la chose la plus importante que tu dois pratiquer si tu veux être aérodynamique sur ton vélo. C'est parti! Donc, aussi plate que ça puisse paraître, le plus important pour t'expliquer l'aérodynamisme, c'est de bien comprendre la formule mathématique qui se cache derrière la force finalement que le cycliste doit affronter lorsqu'on parle d'aérodynamisme, donc la résistance au vent. La formule est assez simple et je vais la décortiquer. En fait, la formule est complexe, mais elle est assez simple à comprendre. Alors, je vais essayer de la décortiquer avec toi, disons, en moins d'1 minute pour t'expliquer probablement la chose la plus importante pour améliorer ton positionnement, c'est quoi. Donc, la formule mathématique qui décrit la résistance de l'air que le cycliste doit affronter, la force à affronter au niveau de l'aérodynamisme, est la suivante. 1/2 fois la masse volumique de l'air, définie par le symbole ρ. Ensuite, fois la vitesse du déplacement, la vitesse est au carré, fois la surface de référence, donc l'air frontal qui est en opposition à l'air, fois le coefficient aérodynamique de traînée, le fameux coefficient de drag. C'est important de comprendre chacun des paramètres de l'équation. Si on commence par la première valeur, on a 1/2 fois ρ. ρ, c'est la masse volumique de l'air. Donc, si on a une densité de l'air qui est plus faible, le cycliste aura moins de résistance lorsqu'il va tenter d'accélérer puis qu'il va faire face à l'air, donc à la résistance du vent. C'est pour cette raison qu'on va retrouver plusieurs tentatives de record de l'heure dans des vélodromes à plus haute altitude où la densité de l'air diminue lorsqu'on augmente l'altitude dans des vélodromes, si je ne m'abuse, comme Mexico, qui sont à plus haute altitude. Donc, il y aura toujours un juste milieu parce qu'il faut se rappeler que si on prend de l'altitude, il y a aussi la densité d'oxygène qui va diminuer, donc l'effort aérobique va être plus difficile. Donc, chez les cyclistes, c'est pas rare qu'on voit des tentatives de record de l'heure. Au niveau, alors, ils ne font jamais ça habituellement au niveau de la mer, ils vont toujours le faire à un peu plus haute altitude pour que justement le paramètre ρ, la masse volumique de l'air, soit moins élevé et donc permette de pénétrer l'air de manière plus facile parce que justement l'air est moins dense lorsqu'on augmente l'altitude. Premier paramètre super important. Ensuite, la deuxième valeur qui est probablement la plus importante parce qu'on se rappelle que la valeur V dans l'équation, c'est une valeur qui va être au carré. Donc, un cycliste qui va tenter d'aller 2 fois plus rapidement va rencontrer 4 fois plus de résistance parce que s'il double sa vitesse, dans le fond, le double va être au carré, donc on va se retrouver avec 4 fois plus de résistance de l'air. C'est pour ça que la courbe de résistance de l'air va augmenter de manière exponentielle, exposant 2, lorsqu'on va essayer d'atteindre des vitesses de plus en plus rapides. Finalement, les deux dernières valeurs, le S et le C, donc le S pour la surface frontale qui est exposée au vent. Donc, si je vous mets ça de manière très simple, la résistance aérodynamique de l'air va diminuer au fur et à mesure que je vais être capable de réduire la surface frontale que j'expose au vent. Donc, un cycliste qui va avoir vraiment toute la surface frontale qui va être exposée au vent de face versus un cycliste qui va être capable d'être tout regroupé, les épaules rentrées, la tête rentrée et les coudes rentrés. On va avoir une surface frontale qui va être moindre. Donc, la force résultante que le cycliste aura à affronter pour traverser l'air sera moins grande. Et finalement, le dernier paramètre de l'équation, c'est qui est le coefficient de traînée. Le coefficient de traînée, le coefficient de drag, c'est une donnée qui est beaucoup plus difficile à obtenir. Il y a des avancées technologiques présentement, dont la modélisation 3D et certains systèmes, dont les essais en soufflerie, qui vont nous permettre vraiment de voir le coefficient de drag d'un objet à travers
l'espace. Une des choses importantes à comprendre avec le coefficient de traînée, donc le drag coefficient, c'est que ça va dépendre de la forme de l'objet. Si on prend par exemple une sphère aura un coefficient de traînée, un coefficient de drag de 0,47. Si on prend un cube, par exemple, on va se retrouver avec un coefficient de traînée de 1,05, par exemple. Si on va vers une forme, par exemple, de goutte d'eau parfaite, on va se retrouver avec des valeurs de coefficient de traînée qui vont descendre à 0,05. Donc, plus la forme va traverser l'air en réduisant sa traînée, plus le coefficient de traînée va être bas. Donc, un objet comme un cube, qui n'est vraiment pas aérodynamique, va avoir un coefficient de traînée qui va être très élevé, donc qui va augmenter sa résistance lorsqu'il veut traverser l'air. Bon, avec tout ça, ça doit faire au moins 2 minutes que je t'explique la formule, mais ce que j'aimerais que tu retiennes, premièrement, c'est que l'aérodynamisme, c'est une donnée super importante lorsqu'on prend de la vitesse. Si on a une vitesse qui est inférieure, par exemple, à 30 km/h de moyenne, il faut savoir à peu près, mettons qu'à 30 km/h sur le plat, un cycliste fait face à 90% de la résistance auquel le cycliste fait face est due à l'air. Donc, à 30 km/h sur le plat, un cycliste, 90% de son effort doit être fourni pour traverser l'air. Si on augmente la vitesse moyenne, par exemple à 35, 40, 45 km/h, eh bien là, ça devient 95, 98, 99% de la résistance qui est une résistance à l'air. Donc, il faut se rappeler que si on veut avoir une conversation sur l'aérodynamisme, il faut qu'on ait des valeurs de vitesse, mettons, moyenne, qui sont au moins autour de 30 km/h. On va pouvoir avoir un gain très, très significatif au fur et à mesure, parce qu'on se rappelle que dans l'équation, la vitesse est au carré. Donc, au fur et à mesure que la vitesse accélère, la résistance augmente de manière exponentielle. Ce qui m'amène au point peut-être le plus facile à travailler qui vous coûtera à 0 $. Donc, la surface frontale que vous exposez au vent. Une des choses qu'on va vouloir entraîner chez les cyclistes, qui est souvent défaillante, ils vont pouvoir avoir des positionnements qui ont de l'air très aérodynamiques, ils vont pouvoir nous montrer une position qui est vraiment excellente. Il reste que si le cycliste n'est pas capable de maintenir cette position-là et de sortir ses watts à l'entraînement dans la position aérodynamique, on a un problème parce que on a beau faire un ajustement aérodynamique en clinique, le plus important pour l'athlète, ça va être de pratiquer cette position-là. Tu auras beau avoir un Cervélo P5X, n'importe quel, un Viper, un vélo super aérodynamique, il reste que la surface frontale que le cycliste expose au vent, c'est principalement son anatomie à lui qui crée la surface frontale et qui va créer finalement la force de résistance au vent. Donc, si le cycliste veut vraiment être aérodynamique, ça va lui coûter 0 $. Il va devoir s'entraîner à avoir une position très aérodynamique. Certains systèmes, vous avez sans doute eu connaissance de ça si vous êtes un petit peu geek puis vous avez cherché sur Internet, comme le BioRacer, des systèmes comme ça vont vous permettre de calculer en temps réel la position du cycliste versus la surface frontale qui est exposée au vent et ainsi de pouvoir travailler en direct finalement la surface frontale pour vraiment que le cycliste à l'entraînement s'habitue à maintenir une position aérodynamique. Donc, le message à retenir aujourd'hui, c'est que si vous voulez être aérodynamique, ostinez-vous pas à baisser votre potence de 5 à 10 mm au niveau des spacers. Attardez-vous bien plus à travailler votre positionnement lorsque vous êtes à l'entraînement et profitez-en pendant les mois d'hiver pour travailler cette position-là et souffrir un peu. Comme ça, lorsque vous arriverez à l'extérieur et que vous ferez face à une résistance de l'air, pas mal plus que dans votre sous-sol, eh bien, vous aurez déjà travaillé cette position-là de surface frontale réduite qui fait partie intégrante de l'équation et qui est facile à travailler à la maison et qui aura un grand impact sur la vitesse que vous allez pouvoir atteindre, étant donné que vous allez réduire votre surface frontale et que la résistance totale de l'air aura diminué. Sur ce, j'espère que c'était intéressant. Si vous avez des questions, des commentaires, des sources, des articles, des suggestions de capsules vidéo, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de créer du contenu qui est intéressant pour vous. Et à bientôt. Bye bye!